Si vous allez parfois voir l'USAP ou les Dragons catalans, on constate que certains matchs commencent à 21h05, mais pas à 21h05 et 2 secondes, hein, mais 21h05 et 0 secondes. C'était le cas il y a une semaine pour les Dragons, puisque le match était attendu sur la BBC, voyez, et sur Sky News, ou je ne sais pas trop quelle chaîne britannique. C'est la même chose aujourd'hui, toute proportion gardée, bien sûr. Laurent, est-ce que c'est parti? Merci donc à Laurent Fonkerny pour cette spécialité. Merci à Sylvain Chevauché, qui est le président de la SASL, la Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. Je crois que la naissance de la SASL, c'est 1833, c'est ça. Et donc forcément, à l'époque, on n'aurait pas pu imaginer une conférence sur ce sujet, manifestement, parce qu'on aurait été dans l'anachronisme le plus total. Mais à l'époque déjà, la SASL s'intéressait à l'archéologie, à l'histoire, naturellement, comme le dit son intitulé, à l'agriculture, à la littérature, etc. Alors je pense que ce sujet, tout comme ce qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement le media watching, donc l'étude des médias, n'est pas un sujet très habituel au sein de la SASL, que d'étudier par exemple l'univers de la télévision par satellite ou l'évolution du 2e ou 3e temps d'Internet, par exemple, puisqu'Internet a aujourd'hui à peu près 25 ans, en gros, dans nos foyers en tout cas. L'histoire des médias et l'étude des médias est un sujet qui n'est pas nécessairement placé en tête de gondole, comme on dit dans les milieux académiques, autrement dit dans l'université avec un U majuscule, où l'on préfère aborder l'histoire de la musique, de la sculpture, de l'architecture, la littérature, ou l'océanologie, mais beaucoup moins l'histoire des médias. Donc je me suis fait un plaisir de rédiger pendant plusieurs années un ouvrage, un livre, décliné aussi en conférence. La conférence est assez différente du livre, elle n'est pas une redite du livre, mais l'idée était pour moi d'aborder le sujet de la radio libre qui a paru ici, en pays catalan, département 66, qui a paru si léger, si fugace, et parfois même si méprisable, d'octroyer à ce sujet un véritable statut de sujet, justement, et de le placer en contexte. Ce qu'à l'époque, les acteurs de la radio libre ont, je dirais qu'ils ont omis de se placer en contexte, ce qui est un petit peu normal, puisque quand on est dans le flux de l'histoire, quand on fait l'histoire, forcément on n'a pas tout le temps, je dirais la distance, le recul, naturellement, de se placer aussi dans un processus historique. Alors si on parle d'histoire, il faut démarrer lorsqu'on parle de radio libre pour planter déjà quelques jalons avec cet Armstrong-là. Il y a beaucoup d'Armstrong célèbres dans l'histoire. Celui-là invente la FM, dont il dépose le brevet en 1933, même s'il l'invente, la FM en tant que telle, il l'invente en 1923. Pourquoi inventer la FM? Parce que ce procédé de diffusion, procédé de transmission des ondes, par rapport aux ondes antérieures, que ce soit les ondes courtes ou les ondes longues, c'est un procédé plutôt qui ne crachouille pas. Le son de la voix est authentique, il est fidèle à la réalité. La musique aussi, c'est l'époque où, pour les premières radios, on commence à diffuser des opéras en direct, quelques informations aussi en direct. La voix, le son, ce qu'on appelle la grande musique, profite de la FM puisque le son est nettement meilleur. Donc avec Armstrong, en principe, on doit changer d'époque, on change de son, on change de relief. Ce qui arrive à ce pauvre homme, c'est qu'il invente la FM avec ce son aussi pur. Il la place sur le spectre de la FM de 40 à 52 MHz. Et le gouvernement américain, en 1945, choisit de placer la FM de 87 à 108. Donc plus haut que ne l'avait prévu Armstrong, qui, déçu par cette espèce de subtilisation de son invention, de ce vol, en fait, par l'État fédéral américain, mais carrément, il se jette par la fenêtre, par dépit de cette... Non, c'est assez surprenant, c'est vrai, comme début, autant pour une conférence que pour, à la fois, que pour un procès, on va dire un média comme la radio et comme la FM, c'est assez surprenant, mais c'est rigoureusement vrai, bien évidemment, que l'inventeur de la FM, quelque part, est mort à cause de son invention, puisqu'elle a été tellement déçue du fait que l'État américain lui pique, lui vole son invention. Nous sommes ici, il y a 60 ans, 1964, à bord de Radio Caroline, qui rapidement va nous aider à faire la synthèse entre la FM et la radio libre, puisque la radio libre
est notre cœur de propos cet après-midi. Radio Caroline qui navigue, qui vogue, qui parfois d'ailleurs est en station immobile, on le voit parce que le navire est ancré d'ailleurs, au large de l'estuaire de la Tamise en général, dans ce qu'on appelle les eaux internationales ou eaux territoriales britanniques. L'idée de faire de la radio sur un bateau, c'est pour narguer les autorités. La radio est illégale, elle n'est pas autorisée, elle a des accus, enfin des batteries à bord qui lui permettent d'alimenter une radio. Cette radio, quel est son avantage, quelles sont ses vertus? Elle diffuse la musique que la BBC, la radio officielle britannique, se refuse à diffuser. La BBC, c'est pas qu'elle soit une radio, on va dire, ni autoritaire, ni penchée sur un autre temps, c'est pas qu'elle soit en retard, mais un petit peu quand même, puisqu'elle diffuse bien les Beatles, elle diffuse bien les Rolling Stones, même si elle n'en abuse pas, mais elle se refuse à diffuser la musique psychédélique. Elle se refuse à Pink Floyd, par exemple, qui est l'un des symboles de cette musique qui est arrivée après les Beatles. Radio Caroline, donc, se fait un plaisir de diffuser la musique que l'autorité d'État ne diffuse pas. Et le fait est que Radio Caroline a une audience évaluée à plusieurs millions d'habitants, ce qui fait que ça en fait un média que l'on va assez rapidement pouvoir additionner à la FM, la piraterie, la possibilité de faire de la radio non autorisée et qui fonctionne, avec des DJ à bord. Donc l'AFM, comme on l'a vu, qui est ce procédé de son si pur, et donc l'aventure qui s'ouvre à nous. Alors avant d'ouvrir l'aventure, on va au préalable jeter un œil, et surtout une oreille, mais aussi un œil, vous allez voir, sur ce qu'était à peu près la FM à Perpignan, à Millas, à Sals ou à Prades, en 1977, avec ces quelques images et ces quelques sons. L'humanité, les syndicats, l'indépendance nationale aussi, tous ont été traités en relation imposée par l'homme. Là où il y a, disons, des niveaux archéologiques, d'anciens rivages de Fuyatine, ça a employé une structure d'habitat. Mettons de côté toutes les choses qui ne nous sont pas parvenues. Modulation de fréquence, Neurus 92 MHz, Amélie 88,7, Prades 96, Villefranche de Conflans 91,6 MHz. Importante manifestation hier à Perpignan pour sauver l'université. Le voyage de Michel Debré en Languedoc-Roussillon à la session d'automne du Conseil général. Si vous aimez le clavecin, ce qui est un instrument baroque qui a précédé le piano, comme vous le savez sûrement, c'est pas si mal d'écouter du clavecin, c'est le cas tous les soirs si vous le souhaitez sur France Musique ou autre, ou la nuit aussi. Au demeurant, vous l'avez compris, avec cet univers, cette FM suffisamment large, de 87 à 108, cette FM sur laquelle il y aurait la place pour 30 ou 35 radios à l'époque, nous n'avons que, à l'époque, 3 radios. Alors je dis bien 3, bien qu'il y ait 4 logos à l'écran, puisque FR3 radio à l'époque, parce qu'à l'époque FR3 c'est aussi la radio, FR3 en fait émet sur France Inter. Donc quand on veut écouter les quelques informations territoriales locales, il faut se brancher sur France Inter et on entend le matin notamment Joël Saboureau et Maurice Saboureau à l'époque qui donnent des informations. Pour le reste, France Culture, France Musique et donc France Inter sont des radios d'intérêt, sont des radios bien construites, mais au demeurant, elles manquent un petit peu de fantaisie, pourrait-on dire. Elles manquent de peps, on pourrait dire aussi aujourd'hui. Et puisqu'on est dans les anglicismes, elles manquent aussi de fun, à savoir qu'elles sont doctes, elles sont renseignées, elles sont instruites, mais elles sont un petit peu poussiéreuses, ce qui amène certaines personnes à vouloir faire de la radio en pirate, ici aussi, en profitant de la technologie d'Armstrong et en profitant du principe ou du schéma de Radio Caroline, comme on l'a vu il y a quelques instants. Alors nous voilà ici avec le tout premier exemple, ici territorialement, de radio pirate, radio libre. Le contexte est indiqué, nous sommes à Ille-sur-Tête. À l'époque, la société Minatom, qui est diligentée par l'État, d'autant plus que c'est une société para-étatique, sous la gouvernance à l'époque de Raymond Barre, avec la présidence de Valéry Giscard d'Estaing,
la société Minatom effectue des prospections d'uranium, notamment à Illes-sur-Tête. Ce sera le cas aussi à Nefiac. Il y a des projets à Sournia et à Thuir qui n'aboutiront pas. Mais l'idée, c'est que les pelleteuses, on appelle ça les bulldozers à l'époque, ou les bulles, sont à l'œuvre, notamment dans le hameau de Régleil, à Ille, de l'autre côté de la Tête, à l'opposé du village, pour trouver, ce qui est le cas d'ailleurs, pour trouver de l'uranium, puisque la France, déjà à l'époque, est dans cette fameuse quête d'indépendance énergétique, comme on l'appelle d'ailleurs aujourd'hui de nouveau, avec le retour du nucléaire ou du micro-nucléaire, avec Emmanuel Macron. Mais à l'époque, on est déjà là-dedans, dans cette lancée voulue par le général de Gaulle, qui est celle, avec Elf, par exemple en Afrique, de développer une filière énergétique française propre et indépendante. Donc nous voilà à Illes-sur-Tête. La population est opposée à cette prospection. 3000 personnes sont réunies à Ille le 6 novembre 1977 et Radio par la Racine est une radio de cause. Elle défend uniquement cette cause-là, bien qu'on verra dans quelques instants que ce n'est pas tout à fait ça. Elle démarre le 3 novembre, donc 3 jours avant la manifestation, et elle promeut la manif, elle explique pourquoi, comment le nucléaire, c'est pas bien, pourquoi, comment l'action de l'État est répréhensible, moralement en tout cas. Et donc, la manifestation est un succès. À l'époque, tout ça se déroule avec un mouvement qui était oublié, qui s'appelait le MEC, mouvement écologiste catalan, qui a disparu tout comme il était arrivé. Il était plus ou moins lié, ce mouvement-là, au PSU, qui était le PS version Michel Rocard, si vous vous intéressez à la politique dans ces détails. Donc nous voilà avec cette première salve d'une première radio. L'histoire de la radio qu'on a pu ensuite construire, pas à l'époque, mais dans les années 90, 2000, 2010, l'histoire de la radio avec du recul et de l'historiographie qualifie ce type de radio tract, puisqu'elles avaient une mission, un message, on pourrait dire une niche en fin de compte. Ce n'étaient pas des radios qui existaient pour diffuser de la musique. En revanche, nous voilà ici, alors je passe rapidement sur l'évocation de Illes-sur-Tête, Radio Pirate, dans le magazine Truc, un des grands magazines de notre territoire, qui était, s'il fallait, on va dire, faire une comparaison hâtive, mais juste, je l'espère, qui était une sorte de canard enchaîné, à savoir que toutes ces informations étaient avérées, vérifiées. Il n'y a jamais eu une quelconque plainte, par exemple, pour une quelconque diffamation qui aurait été proférée ou écrite par le magazine Truc. Un magazine sérieux et à la fois désinvolte, qui est un équilibre qui n'est pas donné à tout le monde. Donc nous voilà avec les 3 autres radios, après Radio par la Racine. Et là, ce sont des radios, rien que le nom le dit, ce sont déjà des radios qui sont beaucoup plus penchées sur le loisir que sur le tract. Elles ne sont pas là pour dénoncer le nucléaire, pour promouvoir les droits ou les rôles de la femme dans la société, par exemple. Elles ne défendent aucune cause, si ce n'est celle de la musique. Ce sera le cas pour Satellite 3000 en particulier, sachant que Satellite 3000 et Radio Galaxie vont s'unir rapidement et elles vont donner Radio 66. Sachant aussi qu'une radio, c'est une personne. Ce ne sont pas 12 personnes, c'est une personne. Et à l'époque, comme vous le savez sûrement, à l'époque, une personne, c'est un homme. C'est après où les femmes vont s'engager dans la radio, mais il est certain qu'à l'époque, qui ose faire de la radio, qui ose s'aventurer, ce sont les hommes pour des questions sociologiques qui me dépassent. Donc je m'arrête là sur le sujet. Dans tous les cas, ce qu'on peut remarquer sur Satellite 3000 et Radio Galaxie, qui ne sont pas donc des radiotracts, c'est qu'elles ouvrent la voie à d'autres types de musique, par exemple la pop musique, ou par exemple le reggae. Le reggae qui est une musique à l'époque, on l'a rapidement oublié parce que ça n'a jamais vraiment été écrit, mais c'est une musique qui ne passait pas du tout sur France Inter, par exemple. France Inter qui se voulait, au demeurant, une radio évoluée, une radio moderne, open, comme on dirait aujourd'hui. Au demeurant, elle se refuse, comme la BBC le faisait avec Radio Caroline. France Inter se refuse à l'époque à diffuser les nouvelles tendances. Ce sera aussi la même chose pour les débuts de la New Wave ou du début de la musique électronique qui pointe son nez déjà dans ces époques-là. Donc nous sommes partis de Radio par la Racine, nous sommes avec Satellite 3000 et Radio Galaxie. Comme on peut le constater aussi à l'époque, ainsi certains d'entre vous étaient nés à l'époque, s'ils étaient en pleine observation de ce qui les entourait. C'est à peu près l'époque où, à la télévision, il y a Temps X, émission avec les frères Bogdanov.
Et c'est l'époque où Jean-Michel Jarre, par exemple, qui est entouré de claviers, qui est entouré d'un univers complètement artificiel, s'habille en cosmonaute sur les pochettes de ses albums pour montrer que, sachant que 1969, donc 10 ans avant, même 7 ans avant, c'est la conquête de la Lune, par les États-Unis. Donc forcément, on est dans cette période-là où tout ce qui est interplanétaire, galaxie, trucs, c'est très in, c'est très prisé par les lanceurs de radio libre, radio pirate, qui se veulent modernes. Après, le sont-ils? L'histoire nous dira qu'ils le sont pendant quelques temps, mais après, rapidement, ils deviennent assez dépassés. Que fait l'État dans tout ça, sachant que sur le petit coin de territoire français que nous habitons ici, le pays catalan, les PO, forcément, on a une réalité qu'on vient de voir, mais si on démultiplie tout ça, si on extrapole à l'intégralité du territoire métropolitain français, forcément, on tombe déjà sur une soixantaine de radios pirates au printemps 1978. Les radios pirates qui s'organisent déjà, puisqu'il y a à l'époque une fédération nationale des radios libres qui organise en février une journée antimilitariste sur les antennes en coordination, journée à laquelle participe Radio par la Racine, sur laquelle je reviens. Donc, si on se place à la place de l'État, forcément, il peut y avoir déjà des inquiétudes, puisque si on a comme ça des radios qui se multiplient, qui sont antinucléaires, antimilitaristes, qui diffusent des styles de musique qui ne sont pas très orthodoxes par rapport à la doxa fixée par l'État, c'est-à-dire par France Inter à l'époque, en ces temps de monopole, forcément, il peut y avoir quelques inquiétudes d'un point de vue donc, politique, d'un point de vue de l'État. Que fait l'État? Il brouille les radios déjà. Ce sera le cas à Perpignan avec des systèmes brouilleurs, donc des émetteurs qui émettent sur la même fréquence que les radios pirates ou libres. Quelques petites poursuites qui sont, comme le dit le journal indépendant ici, qui sont surtout des poursuites d'ordre symbolique, puisque en termes réels, comme l'indique ici le slide, même si les pirates risquent de la prison et une amende, il y aura 2 cas, comme celui-là, 2 cas sur toute la période en France. Donc c'est plutôt une mesure dissuasive. En tout cas, l'État est en alerte, l'État s'inquiète déjà de ce phénomène des radios pirates qui n'a pas encore complètement explosé. On verra imminemment comment et pourquoi ce phénomène va littéralement se démultiplier. Mais en tout cas, voilà, l'alerte est donnée. Les radios libres deviennent un sujet politique. L'État réagit aussi avec à gauche un ministre qui, je crois, est totalement oublié, qui s'appelait Jean-Philippe Leca. À droite, davantage connu de par l'image qu'on a pu voir et revoir, même si on n'est pas du tout de cette époque-là, c'est Valéry Giscard d'Estaing. À gauche, le ministre Leca qui annonce que l'État va réagir. Alors, quelque part, s'il fallait que je m'exprime un petit peu de manière à la fois métaphorique et à la fois à l'emporte-pièce, je vous dirais que l'État crée ses propres radios libres. L'État imite, en fait, crée une imitation de radios libres en créant des contre-radios qui seront, on le verra plus tard, les radios décentralisées de services publics qui en fait réagissent parce qu'une réalité précède cette réalité ou cette future réalité publique annoncée en 1979. On verra que les faits vont passer de droite, la droite dite libérale de Valéry Giscard d'Estaing, à la gauche, ou la dite gauche, pourrait-on dire, de François Mitterrand quelques temps plus tard. Nous voilà justement avec les 110 propositions pour la France. Nous sommes là dans le magazine interne du Parti socialiste, édité en février 1981. Nous sommes à 3 ou 4 mois de la victoire de François Mitterrand à la présidentielle. Et parmi les propositions faites par l'EPS, donc en interne, il y a l'idée, comme le stipule ici le point numéro 94, l'idée de créer des radios locales dans le cadre du service public. Donc tout est dit déjà. L'EPS, en tout cas donc, dans la cuisine, on va dire, la cuisine interne du futur gouvernement, l'EPS qui prévoit de légaliser quelque part. Je dis quelque part parce que tout ça est très ambigu, comme l'histoire le dira. Il y a donc une promesse de légalisation. Pour la petite histoire, le rédacteur en chef du Point et la Rose, Le Point et la Rose, qui est ce magazine interne, s'appelle Lionel Jospin, mais à l'époque, il n'est pas encore monté dans l'appareil, comme on pourra le connaître ensuite au portefeuille de l'éducation notamment, et en tant que président, non pas président, mais en tant que candidat à la présidentielle.
Autre engagement, vous le voyez, Georges Filiou qui annonce que le monopole radio va finir par céder. Voilà donc le calendrier de l'époque. En attendant, François Mitterrand est élu le 10 mai 1981. Forcément, il y a déjà des radios qui se sont organisées, depuis Radio par la Racine, depuis Radio Galaxie ou Satellite 3000. Comme je vous le disais, Radio Galaxie, dans le secteur du Vernet à Perpignan, et Satellite 3000 dans le secteur Saint-Martin, près du lycée Arago. Ces deux radios se sont unies, elles ont donné Radio 66, et comme le veut l'époque, comme c'est aussi l'époque, moi je me plais toujours à parler de l'époque de la frime, on n'appelle plus ça Radio 66, mais Stéréo 66, parce que d'entrée ça fait mieux de parler de stéréo, et donc logiquement on a déjà le premier été où deux radios émergent déjà davantage que les autres, elles sont toutes deux à Perpignan. Stéréo 66 est quartier Saint-Gaudéric, place de l'Europe, et à gauche, Radio Rose, qui est née également dans le quartier du Vernet, qui, elle, est à cette époque-là au Vernet, mais qui rapidement partira à Canoës. Alors, une illustration de ce qu'est ce premier été, lors duquel les radios ne sont pas encore autorisées, elles sont en passe de l'être, puisque la promesse de François Mitterrand, en tout cas la promesse du PS, est dans l'air, puisque Mitterrand a été élu. Mais au demeurant, la loi n'est pas encore passée. La loi arrivera en novembre 1981. Donc dans l'immédiat, sur les antennes, c'est parfois la pagaille et c'est surtout la fiesta. Petite fille, il faut pas rêver, chanson demandée par François. Il l'a dédiée à sa femme et à son plaisir personnel. Et à Stéréo 66, ne composez plus le 34 78 78 pour vos dédicaces, c'est terminé. Tout le monde peut appeler, que vous soyez de Perpignan, Collioure, Magnus, vous votez pour Serré, vous votez bien sûr pour Villelongue de la Salade. Sabrina, elle est grande, elle a au moins 10 ans, Sabrina, c'est ça? Non, 9 ans et demi. Alors Sabrina Debache, dans quelle classe tu es? Pour le moyen 1. Tu sais écrire, en 10 ans tu te rends compte, tu sais même faire la vaisselle, je parie, non? Oui. Tu l'aides à ta maman? Oui. Et à ton papa, tu l'aides? Oui, parce qu'il est service tabac. Je vends des fleurs et des musiciens. Adieu, Marcel. Que tens? Tu podes per lá, boi? Nu, tu perdula, meu. E eu, Marcel, após a fer la festa, me fa muecas aqui. Podem escoltar el primer passa doble, un maior dedicació per un d'Argelès. És un fervent de rugby, és un home que és en trin de servir sous les taules i d'un bar a la platja. I a més és un caçaire. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ah, avec la pluie, mais j'espère que vous allez bien quand même s'il pleut. Après tout, bon, la pluie c'est pas si mal que ça. Ça fait pousser les champignons, ça fait pousser les salades. Tout va bien, quoi. Bonjour, c'est Colette Sémentiel qui vous parle. Tous les matins, sur Radio Colonie Catalane, je vous propose l'horoscope de la journée. Com cada fi de tarda de diumenge serem aquí plegats durant una hora per ballar un ball de rajola endiablat. En aquell diumenge 20 de març anem a provar de ballar. Nosaltres hi posem salsa! Avui, a Ràdio Arrels, Mongo Santa Maria. Super les auditions de fréquence sur le 103 mégas, il est 9h59 minutes. En ce samedi 17 juillet 1982, je souhaite une bonne fête à toutes les Charlottes. Oui, c'est la seule Charlotte aujourd'hui. En plus, il ne croit pas à un verre sur calendrier. J'allais rappeler du moins que Fréquence 106 coupe ses émissions dans moins d'une semaine. Il est 10h45 minutes. Du matin? Muy bonita esta tuna y yo creo que hoy empezamos bien con la tuna madrileña. Vamos a comentar de un joven que se llama Jaume de Llagostera. Llagostera, pues muy bien. Y se la quiere dedicar a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Interpays ce soir, Mermoz contre Bon Secours. Vous votez sur le 50 05 30 indicatif 68. Qui vous était proposé par le CES Jean Mermoz. Comme tous les vendredis jusqu'à 20h, vous êtes en compagnie de Jean-Pierre pour son jukebox sur Radio Rose 94,7 MHz. Sur ce, je vous quitte. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut. Vous voyez ce qu'on appelait à l'époque la chambre d'écho, parce que le vocabulaire change avec le temps, vous savez, on appelait ça la chambre d'écho, on appelle ça la réverbe aujourd'hui, réverbération.
Ça illustre aussi ce dont je vous parlais, à savoir la frime. C'était pas tout d'avoir un micro, d'avoir une radio, il fallait frimer, parce qu'il fallait exister au travers de la radio, qui était un canal d'auto-marketing, d'auto-promotion de soi, ce qui, on y viendra tout à l'heure quand on parlera un petit peu d'argent et de combien, ce qui tient lieu de rémunération, parce que toutes ces personnes qu'on entend sont bénévoles, et le bénévolat n'a qu'un temps. Nous voilà l'été 81, avec ces 3 photographies. En haut à gauche, Radio Rose au quartier du Vernet. En bas, Stéréo 66, donc les 2 leaders. Et à droite, Stéréo 66 également. Quartier donc Saint-Gaudéric, à quelques pas du stade du lycée Lursa, dont je vous parlais il y a quelques instants. J'ai appelé ce slide, cette diapositive, petit, moyen, grand impact, parce que, comme le démontrent les sondages, ces radios-là sont leaders dans les sondages. Et donc, lorsqu'on a comme ça, dans un appartement qui appartient à Pierre, qui est en haut avec le pull rayé, qui travaille à la Compagnie des Eaux. Quand on a un modeste appartement du quartier Vernet-Salanque, c'est peut-être même en HLM, peut-être même que l'appartement, c'est pas lui qui le paye. Lorsqu'on a quelques disques, peut-être 100 ou 200 disques prêtés par son beau-frère qui est DJ dans une boîte, et qu'il y a Martine qui est accroupie, Martine la voisine qui vient faire la programmation musicale, lorsqu'on a donc cette logistique dérisoire et qu'on arrive à faire fonctionner une radio qui est leader, il y a de quoi faire pâlir France Inter, France Culture et France Musique, parce que lorsqu'on est l'État, on se dit « Oula, mais qu'est-ce qui se passe ?» Nous qui dégageons des millions avec des centaines d'employés pour faire de la radio, si 3 clampins, pardonnez-moi, hein, mais je me mets un petit peu à la place des gens, si 3 personnes ordinaires peuvent arriver à faire de la radio, quand je dis ordinaire, c'est strictement aucun jugement de valeur, c'est pour dire que ce ne sont pas des gens qui ont fait des études de journalisme, ni même de son, ni même d'électronique. Elles sont dans la spontanéité de l'époque, puisque l'époque est à la spontanéité avec, comme vous le savez, la fête de la musique qui arrive en 82, l'esprit quand même ouvert par le premier septennat de François Mitterrand, etc. En bas, alors toutes ces photos les photos en noir et blanc sont extraites de l'Indépendant de juillet 1981, ce qui signifie plusieurs choses. Moi, la lecture que j'en fais une lecture toute simple, c'est que l'Indépendant, à l'époque, parle d'une situation illégale. Ce qui est assez intéressant, de voir qu'on est comme ça entre deux, on est dans un espace interstitiel, comme on dit, pour faire bien. Donc, dans un moment comme ça, il y a une réalité en devenir, une réalité qui a été promise, une loi est promise, mais on n'y est pas encore. Si vous me permettez de faire cette incision, c'est comme l'euthanasie en France aujourd'hui. On sait bien qu'il va se passer quelque chose d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais ça finira par arriver, le suicide ou la fin de vie assistée. Pardonnez-moi, je n'ai pas le vocabulaire qui vient, mais enfin, ça finira par arriver parce que tous les États qui entourent la France sont arrivés à ce stade et à cette évolution. Donc nous voilà avec la radio libre qui, elle aussi, est prête à suivre cette évolution qui sera celle de la liberté. En attendant, on s'amuse, on s'éclate, on montre qu'on a le téléphone. Moi, je trouve ça fabuleux que sur ces simples photographies, on puisse voir qu'il faut téléphoner parce qu'avoir le téléphone, c'est important, ça fait moderne, alors que c'est dérisoire hein, pour nous, bien évidemment. Et puis, Stéréo 66 qui, devant le photographe de l'Indépendant, je crois que c'est Amado Jauvert à l'époque, qui scénarise ou qui théâtralise l'ouverture du courrier. Parce qu'à l'époque, avoir du courrier, c'est une manière, comme avoir des coups de fil, c'est un thermomètre, c'est une manière de constater que l'on est écouté. Voilà. Donc cette mise en scène est intéressante. Et les petits moyens et grands impacts, il faut bien sûr s'imaginer que nous ne sommes pas seuls en France, bien entendu. Et donc cette réalité, si on la démultiplie à toutes les régions, parfois toutes les vallées ou tous les replis de vallées de France, comme on dit, ne serait-ce que si on est dans la proximité, on peut se situer à Quillan, par exemple, ou à Limoux, ou à Leucate, ne serait-ce que ça. Ou si on est à Paris intramuros, là on est avec Radio Ivre, avec Radio Carole et près de 80 radios déjà à l'époque. Il y a une réalité qui commence à bouillonner. On verra d'ici quelques minutes ce que ça va donner. Nous sommes ici à Radio Rose qui a déménagé. Nous sommes au 8e étage d'une tour du square du Roc de France face au parc des sports du Moulin à Vent de Perpignan, face au tennis plus précisément, donc tout au bout. Si vous êtes suffisamment vieux pour vous le rappeler, ou si vous avez suffisamment d'âge, etc., enfin voilà, vous vous rappelez qu'avant, quand on quittait Perpignan, c'était la fin de Perpignan,
c'était la fin de Perpignan, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la fin, puisqu'il y a les concessionnaires, il y a machin, il y a Technosud 2, 3, 4, et on arrive rapidement au Mas Palégri jusqu'à Villeneuve-de-la-Raho. Mais à l'époque, on est vraiment au bout de Perpignan. Qui avons-nous ici en scène? Vous le voyez, cigarette dans la main droite, Rouski dans la main gauche, Roland Magdan qui effectue une tournée, il est à Perpignan. Ce qui est intéressant sur cette photo, je crois, c'est que nous avons Roland Magdan donc, en tournée, surtout qu'il est au fait de sa carrière, et c'est après où ça va dégringoler pour lui, il sera en dehors même des caméras et des circuits pendant les années 90 avant de remonter, mais là, 82, il est vraiment en plein épanouissement de carrière. Il est en tournée et il choisit quoi? Il choisit une radio libre pour faire sa promo. Pourquoi? Parce qu'il sait, comme le savent les chanteurs, ce sera le cas de Renaud, on le verra tout à l'heure, ils savent que c'est là que ça se passe, quoi. C'est sur les radios libres que l'on peut exister. Ce que démontrera l'histoire plus tard, par exemple, c'est que sans radio libre, il n'y aurait pas eu Jean-Jacques Goldman, par exemple. C'est pas France Inter, pardonnez-moi, c'est pas que je fasse une fixette, mais c'est pas non plus RMC ou RTL. Ce sont pas les radios ni périphériques ni d'État qui ont promu Jean-Jacques Goldman, qui est juste un exemple. Ce sont les radios libres. Intéressant de voir que sur cette photo, on a le calendrier du Crédit Lyonnais, puisqu'à l'époque, c'est l'époque où les banques, enfin, ça se fait encore un peu, mais ça se perd, elles offrent un calendrier en carton. On voit bien 1982, nous sommes en janvier-février 1982, et nous voyons aussi qu'il y a un chauffe-eau derrière, ce qui signifie que dans l'appartement du Moulin à Vent, ce qui tient lieu d'espace d'accueil de la radio, je ne sais pas si vous venez ici au conseil départemental, mais il y a un espace d'accueil avec une personne qui est là, qui est rémunérée pour, etc. Si vous allez à France Bleu Roussillon, si vous allez à l'Indépendant, il y a un espace d'accueil. Mais là-bas, l'espace d'accueil, c'est une cuisine, quoi. Alors c'est d'autant plus intéressant, à part le côté cliché, pittoresque, caricature folklorique. Au-delà de ça, il est intéressant de voir que si on se place à la place de l'État, il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'entre le hall de Radio France à Paris ou l'espace d'accueil de RTL ou de RMC, Radio Monte Carlo, ou de Europe 1, et une cuisine avec un chauffe-eau, il y a quand même un sacré décalage en termes d'investissement, et pourtant ça marche. C'est tout le miracle, toute l'inquiétude aussi que peut générer la radio libre, le bonheur pour les auditeurs et le fait de s'éclater, comme on dit, pour les gens qui la font, mais l'inquiétude politique que ça peut susciter chez les personnes qui sont, on va dire, aux manettes de l'État. L'État, on y arrive. Tout à l'heure, on parlait de ces radios locales, radios territoriales, publiques qui allaient arriver. Ça se traduit chez nous par Radio France Roussillon qui arrive vite, en fait, le 1er janvier 1983. Radio France Roussillon qui n'est pas tout à fait autonome à l'origine, elle occupe quelques heures de la journée, puis ensuite elle va grandir sur tout le spectre des 24 heures qui composent le jour et la nuit. Elle arrive donc le 1er janvier 1983, elle se sépare de FR3 à l'époque, enfin France 3, non FR3, que dis-je, pas encore France 3. Et là aussi, il faut démultiplier tout cela. Il faut voir que des radios France, il y en a à Orléans, Toulouse, il y en aura une à Metz, à Brest, à Bastia, Ajaccio, Marseille, Nice, je m'arrête là. Amiens, radio importante, Fréquence Nord aussi à Lille, par exemple, qui font partie des radios importantes du réseau Radio France, comme ce sera le cas à Périgueux ou à Châteauroux, etc. Donc nous avons notre Radio France, qui en partie d'ailleurs va capter, c'est le cas de le dire pour une radio, mais qui va capter des énergies, qui va capter des talents d'autres radios. Ce sera le cas avec Radio Midi Soleil, la radio de l'Indépendant. On va y revenir d'ici quelques instants. Donc l'État, vous le voyez, intéressant de voir qu'il y a quelque chose de transversal, à savoir qu'une idée de radio d'État annoncée par la droite est appliquée par la gauche. Ce qui est logique, puisque ça reste l'État, naturellement, et ça reste du ressort de la stratégie gouvernementale. Voilà donc des radios libres que j'appelle très volontairement à minima. Pourquoi à minima? Parce qu'on leur octroie 30 km de rayon, ce qui est formidable pour une radio, mais à l'origine, c'est le Sénat qui a insisté pour que les radios libres puissent bénéficier de 30 km de rayon, mais à l'origine, l'Assemblée nationale ne souhaitait leur octroyer que 5 km. Et ce qui est important de souligner par rapport à cette envergure, en fin de compte, ce que permet la loi aux radios libres, c'est que 5 km à Paris, c'est tout Paris, mais 5 km à Thuir, c'est même pas à Toulouse, et c'est même pas à Courbère. Donc forcément, ça dépend d'où on se situe. Là aussi repose toute la problématique de la France, qui fait que habiter à Ria-Sirac,
c'est pas tout à fait comme habiter à Levallois-Perret ou autre, vous en conviendrez aisément. On oblige aussi les radios à faire des associations, pas question de faire une entreprise, une SARL ou autre, donc on les oblige en fait à ne pas être commerciales, pas de publicité, même si l'État, alors l'État PS ou l'État RPR à l'époque hésite, et le ministre Filiou tentera de convaincre François Mitterrand d'octroyer un petit peu de pub, ce que François Mitterrand, ou son entourage en tout cas, vont refuser, mais après, comme vous savez très bien que la politique c'est une question d'appréciation, de point de vue et de changement d'avis. Et comme on dit en catalan ça dit canviar és de savis. Canviar és de savis, changer est une question de savoir, une question d'appréciation de la réalité. C'est ça. Et c'est ce que Coluche disait, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein, je dois faire une explication triviale et beaucoup plus directe en français. Donc forcément, l'État Mitterrand changera d'avis assez progressivement. Nous sommes donc ici avec ces radios libres à minima et la carte des radios libres que j'ai établie avec plaisir puisqu'elle ne relève d'aucun registre officiel. Il a fallu construire cette carte d'après les connaissances que j'ai pu glaner ici et là, avec des interviews, avec des rencontres, etc. 65 radios. Si vous avez l'œil, vous constatez que plus on va vers la montagne, moins il y a de radios. Bon, jusque-là, ce n'est pas non plus une grande découverte. La densité la plus forte est sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'agglo. Enfin, on n'appelle plus ça, pardonnez-moi, je retarde, c'est la métropole, c'est ça? C'est même plus l'agglo. Donc, c'est sur le Roussillon. En Cerdagne, 2 radios essentiellement, enfin 3 radios. En Cap-Cyr, aucune radio. En Fenouillède, aucune radio. En Val-Espire, autour de Céré, autour d'Amélie, etc., on a quelques stations. En Conflans, on en aura une à Prades. Une tentative d'autres radios à Prades qui n'aboutira pas. Et surtout, donc, à Perpignan et tout autour, où on a cette concentration de stations, on va y revenir. Perpignan, ici représenté, le Vernet en haut, le Moulin à Vent en bas. On ne voit pas très bien, en fait. On va y revenir plus tard, peut-être même maintenant, si vous le souhaitez. Voilà, avec les logos. Là aussi, on est dans cette pleine explosion de les années 80, quoi. À savoir, cette envie de s'exprimer avec du logo. Tout en haut à gauche, est-ce que j'arriverai à vous désigner les choses? Voilà. Là, on a Radio Pyrénées Catalanes, dont un représentant et fondateur s'est d'ailleurs glissé dans la salle il y a quelques minutes, dont je parle sous son contrôle, ce qui est magnifique, ça évite de dire des bêtises. Donc, Radio Pyrénées Catalanes, qui à l'époque vole le logo de Sud Radio, hein, voilà, ils piquent le logo de Sud Radio, hop, ils font une montagne, ils rajoutent 4 barres. Parce qu'après tout, pas de raison de respecter le copyright, on peut très bien piquer les images. On a Radio Arrels ici, qui à l'époque se veut déjà enraciné, parce qu'Arrels, ça signifie racine en catalan. Quelques exemples qui sortent un petit peu du lot, parce que des radios roses ou des stéréo 66, il y en a beaucoup en France. Des radios qui sortent un petit peu du lot, c'est RBL, radio totalement oubliée, qui fonctionne il y a à peu près 40 ans. Radio Bella de Lutte, parce qu'il y a 40 ans, 1984, c'est l'usine Bella qui s'apprête à fermer après son rachat par la société Bercher. C'est un énième sauvetage de Bella qui était déjà dans une forme de difficulté en 1981 en particulier, et qui en 1984 finira de faire naufrage, on va dire ça comme ça, avec le dépôt de bilan au tribunal de commerce à Perpignan. En attendant, la CFDT, épaulée par la CGT, crée une radio Bella de lutte, RBL, pour tenter de soutenir la cause. On a tout en bas ici Présence FM, le logo est pas mal, là ici avec une vague qui appartient intégralement aux Galeries Lafayette, qui à l'époque s'appelle Nouvelle Galerie à Perpignan. On a Radio Grand Air, la radio de Prades, radio très chouette, parce qu'elle a à la fois des émissions littéraires, des émissions penchées sur l'histoire, l'archéologie, des partenariats sont faits avec le collège Gustave Violet à Prades, par exemple. Donc il y a les gamins qui participent et les personnes âgées. Radio Grand Air qui donne, par exemple, des offres d'emploi, des offres de formation aussi. On a Radio Méga, qui est la radio d'une discothèque, le Méga Club, qui se trouve rue Jules Verne, dans le secteur de l'avenue Marcelin Albert à Perpignan. RBM, Radio Barcarès Méditerranée, l'époque étant aux 3 lettres, parce que c'est propre à la France, hein, d'avoir 3 lettres pour les radios, comme RMC, RTL, et d'autres stations comme Radio Midi Soleil, RMS. Fréquence Verte, qui est une radio dont le logo avec la pomme verte n'est pas un hasard,
puisque tous ses fondateurs, responsables et financeurs travaillent au Crédit Agricole. Donc logiquement, le logo est vert. C'est une radio intéressante, basée à Villeneuve-de-la-Raho. Intéressante parce qu'elle diffuse de la musique que tout le monde ne diffuse pas à l'époque. Il y a du hard rock, il y a du jazz, il y a des émissions qui parlent du monde agricole. Sur Fréquence Verte, il y a des émissions, par exemple, qui conseillent les gens sur tel ou tel engrais à employer selon telle saison, pour telle variété de, que sais-je, tel ou tel cépage de vigne, etc. Donc c'est une station qui est à la fois moderne, avec de la musique universelle, et à la fois moderne et de proximité, puisqu'elle s'adresse aussi au monde rural. Je n'ai pas opposé le rural à la modernité, ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit. Mais l'idée, voilà, c'est qu'elle tente d'être hybride, d'être complète, cette fréquence verte. Une radio au nom poétique qui ne durera pas longtemps, mais il fallait quand même l'inventer, c'est Eldo Radio. Radio qui est fabuleuse pour moi, puisqu'elle fait partie de... ce sont 3 personnes qui sont passées par Radio Rose, et elles considèrent que Radio Rose, c'est une radio un peu trop de frime, je reviens à ce concept de frime, une radio qui veut trop plaire et qui diffuse trop de musique commerciale. Du coup, les dirigeants de Eldo Radio, qui sont plutôt intello, qui veulent proposer ce qu'ils feront, des émissions, par exemple avec des étudiants des Beaux-Arts de Perpignan, des émissions de littérature, des émissions avec des contes en anglais, par exemple. Cette radio-là diffuse du rock américain très pointu. C'est une radio intello, on va dire, parce que dans un territoire, il faut de tout. C'est la preuve d'ailleurs que nous avons un potentiel territorial intéressant, avec une variété de stations assez enviables. Radio Star à Saint-Estève, qu'on a rapidement oublié. Radio Castillé, on y reviendra dans quelques instants avec une illustration. Radio Castillé, qui est la radio fondée par Paul Alduy, maire de Perpignan. Si on revient en 1981, le 10 mai, élection de François Mitterrand, et à Perpignan, intramuros, François Mitterrand fait plus que Giscard d'Estaing. Or, le maire de Perpignan est favorable à Giscard d'Estaing. Donc il se dit, oulala, il y a le feu au lac, comme on dit, il y aurait peut-être péril dans la demeure, péril dans l'hôtel de ville. Donc, puisque chez moi, à Perpignan, moi, Paul Alduy, je crois qu'il habite au Moulin à Vent, hein, c'est ça le mythe, non? On dit qu'il habitait dans une tour au Moulin à Vent, tout ça. Donc il scrute sa ville, et il scrute c'est plus que les sondages, les résultats de l'élection, et il se dit, il faut réagir, donc réaction, il fait une radio. Voilà, comme quoi, la radio n'est pas non plus quelque chose de si anodin que ça. On a vu, on pourrait s'y étendre, mais je ne le ferai pas, le lien entre le pouvoir, l'influence, la politique, la radio, tout ça peut faire partie en tout cas, d'un même univers. D'autres autocollants, si vous le souhaitez. Le premier autocollant de Radio Orels à l'époque, avec un personnage en bigatane, c'est la toute première version. RMS, dont je vous parlais, la station dont tous les financeurs figurent au conseil d'administration de l'Indépendant. Donc ce n'est pas la radio de l'Indépendant, mais toutes les personnes qui y participent travaillent à l'Indépendant. C'est comme si on disait, c'est l'amicale de l'Indépendant, si vous voulez. RLI, les 3 lettres, Radio Libre Internationale, radio qui est fondée par un marchand de fourrure de la rue Louis Blanc, donc près de l'horlogerie du Commun, près du Castillé, qui a comme ça envie de faire une radio, il s'appelle Naon, et ça ne durera pas longtemps, mais bon, il fait cette drôle de station qui s'appelle RLI, Radio Libre Internationale, qui est ni libre ni internationale. C'est ainsi, ça fait partie de la fantaisie de l'époque, parce qu'à l'époque, tout est permis encore, et on peut... Bon, des fois, je me plais à dire que c'est une époque, les années 80, où on est, hein, du verbe être, on est ce que l'on dit être. Je suis machin, ah d'accord, très bien, voilà. Donc je suis libre international, super, allons-y, quoi, voilà. Nous sommes ici à bord de Radio Caddy. Alors l'autocollant, en fait, ça se voit pas très bien sur l'écran. Radio Caddy. Caddy, c'est la rivière qui coule à Vernet-les-Bains, qui descend du flanc du Canigou par Fillols et qui se jette dans la tête à Villefranche de Conflans. Et donc, Radio Caddy, forcément, c'est la radio du village, la radio de la rivière. Radio intéressante parce que j'étais l'autre jour en pleine lecture d'un roman de Cali le chanteur. Et Cali explique qu'à l'époque, il a un groupe de rock à Vernet, il a 15-16 ans. Et avec son groupe de rock à Vernet, que pas grand monde ne connaît à part sa frangine, son père et peut-être son oncle, et ses voisins, il passe un jour sur Radio Caddy avec ses copains, et pour eux, c'est comme s'ils étaient passés sur CNN, quoi. C'est un truc extraordinaire, alors qu'en fait, soit personne ne les a écoutés, ou peut-être que leurs frangines, leurs parents, eux-mêmes,
peut-être 10, 15, 20 personnes maxi, mais pour lui, c'est l'événement. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, ça fait sourire et c'est une anecdote qui a son intérêt. Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque aussi, comme la radio est magique, passer sur une radio, eh ben, c'est important, même si parfois, c'est dérisoire. Radio Pyrénées Catalane, vous allez croire que j'ai pris mes actions chez Radio Pyrénées Catalane parce qu'on a le 3e autocollant, on a le 2e ici, les 3 lettres de nouveau, hein, RPC en l'occurrence. Radio Barcarès, radio fondée par la mairie du Barcarès à l'époque du maire, je crois qu'il s'appelle Blanc, Yvon Blanc. TFM 102, en fait TFM ça veut dire Thuir FM. C'est une radio qui démarre naturellement à Thuir en 1981 et qui ensuite en 85 s'appelle TFM. D'ailleurs l'autocollant ici Radio Thuir. Entre autres RBM ici, comme vous le voyez, Radio Sud Catalane qui est basée à Bourg-Madame. Radio intéressante parce que, comme chaque station ou presque a ses vertus et ses singularités, celle-ci est une radio européenne avant l'heure, puisqu'elle diffuse en direct de Puigcerdà, en direct de la discothèque La Gazzara, des soirées avec des DJ naturellement. Alors, au demeurant, et jusqu'à preuve du contraire, Puigcerdà, c'est en Espagne, et Bourg-Madame, c'est en France. Oui, c'est en Catalogne, parfait, mais en tout cas, de point de vue officiel, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a une station parfaitement européenne, qui existe à l'européenne, alors que l'Europe n'est pas faite d'un point de vue, on appelle ça encore la CE à l'époque, hein, on n'est même pas dans l'Europe intégrée, ni dans l'entrée de l'Espagne qui advient en 1986, l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne. Donc on a comme ça des expériences, des situations qui en disent beaucoup sur notre territoire, et une fois de plus, si on extrapole tout ça à l'intégralité de la France, si on se penche sur la Bretagne, quand on connaît le dynamisme de la Bretagne en termes économiques ou de musique ou autre, on peut transposer tout ça par rapport à la radio. Marseille, pareil, par exemple. Paris, bien évidemment, pour imaginer que ça bouillonne aussi fortement partout en France sur la FM. Et donc les fameuses 3 radios qu'on avait à l'origine, du coup, elles ont des petites copines et des voisins et des voisines, qui fait que tout ceci s'est sacrément égayé depuis quelque temps. Fréquence Sud qu'on a ici, c'est l'autocollant qui n'est pas très visible. Ah, ça ne marche plus. Ça y est, c'est là. C'est l'autocollant jaune, un peu sur la partie haute ici. Radio financée par la mairie d'Argelès, puisque là aussi, donc, les mairies, comme celle du Barcarès, se rendent compte que la radio est aussi ce qu'on appellera plus tard, pas à l'époque, mais plus tard, un soft power, donc un mini-pouvoir. Hein, c'est le cas si vous vous penchez un petit peu sur les médias, si vous savez, si je vous dis Al Jazeera, par exemple, ce qui est une chaîne du monde arabe, ou CNN, ou Fox News. CNN, c'est la chaîne de gauche américaine. Fox News, c'est la chaîne de droite américaine. Des pays, des cultures, des sphères d'influence ont leurs médias. Alors, je ne dis pas qu'il faut comparer Fréquence Sud à CNN, mais un petit peu quand même. À savoir qu'à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une commune, Perpignan avec Radio Castillé, avoir une radio, c'est pas rien. Pour influencer un petit peu, pour, pardonnez-moi, gratter quelques voix, c'est pas forcément inutile. Arels, nouvel autocollant, Sud FM, qui est une sorte d'avatar de Sud Radio. Et puis ici, cette drôle d'expérience, ici, vous voyez RTL avec Radio Rose en bas. C'est extraordinaire, c'est en 1986-87 que Radio Rose, basée à l'époque à Cabestany, signe avec RTL, donc signe officiellement avec RTL à Paris, un accord de coopération. Lorsqu'on veut écouter Radio Rose, on entend Radio Rose avec les pubs d'ici, Cabestany, la jardinerie à Trouillas ou qui sait quoi. Mais au demeurant, on a aussi les grosses têtes avec Philippe Bouvard sur RTL, sachant que ceci est signé officiellement et que c'est parfaitement illégal. Vous voyez, ça, ce sont des choses comme ça qui laissent, ça me laisse en pantois ou en totale hébétude, parce que c'est compliqué des fois de classer. Alors c'est légal ou c'est pas légal? C'est très, voilà, ça fait partie de ces choses-là de l'époque de la radio libre. L'État qui laisse faire, parce qu'il ne va pas non plus fermer une radio, parce que sinon il s'attirerait les foudres des auditeurs qui diraient mais comment on n'est pas en démocratie, etc. Il y a beaucoup d'analyses qu'on pourrait tirer de cette période-là par rapport à cet aspect de légalité et de plaisir. RMS tout en bas, qui est un avatar de Radio Midi Soleil qui existera quelque temps, alors non plus à Perpignan, mais au Barcarès. Tout à l'heure, on a écouté quelques jingles de la radio version récréation de l'été 81. Voici maintenant d'autres contenus. Fréquence Sud, FM stéréo. Fréquence 98,8.
27, 23, 22. Vous écoutez La musique ici, elle est super. L'heure exacte vous est offerte par l'horlogerie bijouterie du commun au pied du Castillet. Il est 7h30 et 34 secondes du commun, l'heure juste. Stéréo 66 autointra 5 MHz en modulation de fréquence et son stéréophonique. Il est 11h passé de 30 secondes. Allô, 68 34 78 78, Stéréo 66 à votre service. Le bon rythme, c'est 102 cuir FM stéréo. Musique, info, rire. Vivez avec votre région, écoutez Cuir FM stéréo 24 heures sur 24. J'écoute les FM 102 stéréo. En FM, la musique du radio en stéréo. Si vous êtes pied collé sur le 104 MHz, vous écoutez Radio Pyrénées Catalane. Studio 48, Catalogne Nord. Studio 48. On a des retransmissions de matchs sur les radios, matchs de rugby et de foot. On a des matchs, alors pour le coup ce ne sont pas des matchs sportifs, mais des matchs entre établissements scolaires sur Radio Rose qui invitent les auditeurs, les jeunes auditeurs du lycée Bon Secours par exemple, à choisir des disques et de voter contre en fait, bon, contre, tout ça est bien relatif, c'est une bataille gentillette, contre le lycée Lursa par exemple, dont les élèves sont aussi invités à téléphoner pour choisir d'autres chansons. Ça s'appelle Interbahut. Il se passera la même chose à Radio Grand Air à Prades, par exemple. C'est une stratégie intéressante que celle de faire intervenir les enfants, puisque vous savez que quand on a les enfants, on a les parents, du coup, parce que les enfants, ils font le débriefing à table. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai appelé la radio. Ah, mais quelle radio? Ah, Radio Rose, ah, truc, machin. De manière comme ça, par capillarité, comme on dit, d'influencer, d'avoir de plus en plus de public. C'est un procédé, hein, celui des interbahuts, qui sera appliqué dans plusieurs endroits en France. Je crois qu'à l'origine, il vient de Europe 1. Il y a quelque chose qui vient d'Europe 1 aussi, qui est copié par une de nos radios, c'est le jeu de l'autocollant. On dit à l'antenne, si votre voiture est aperçue dans une rue de Perpignan avec l'autocollant de Présence FM, vous allez remporter qui c'est quoi. Alors ils offrent des t-shirts, etc., etc. Mille et une choses. Ce sont des stratagèmes pour occuper le temps, occuper le terrain, pour tenter de gagner de l'argent aussi parfois, en tout cas de ne pas en perdre. À propos d'argent, combien, qui finance Radio Pyrénées Catalane, avec l'un de ses animateurs de l'époque. Nous sommes en septembre 1983, nous sommes à la foire de Prades, et le podium de Radio Pyrénées Catalane est installé à la foire de Prades. Sur scène, c'est un animateur, et bien plus qu'animateur, musicien entre autres, rédacteur aussi, amateur de musique, qu'on appelle Lalou à l'antenne, de sa véritable identité Jean-Louis Desmelins. Et comme la radio mène à tout, Jean-Louis Desmelins sera notamment notre maire de Font-Romeu, sur le mandat qui démarre en 2008. Vous voyez, comme quoi la radio est je ne sais pas s'il faut dire un tremplin, mais en tout cas une passerelle vers pas mal d'univers, pas que celui-là, pas que l'univers d'ailleurs de la décision politique, mais notamment celui de la décision politique. Radio Caddy, dont je vous parlais, qui va devenir Radio Grand Air, hein, va passer de Villefranche à Prades, est financée par une association. Alors tout ça, c'est un peu dérisoire, parce qu'une association, si à l'époque vous donnez, je ne sais pas, 50 francs par an, en supposant que vous tentiez ou que vous parveniez à avoir 100 membres, ce qui est déjà extraordinaire, ça fait quoi, 5000, c'est ça? Bon, ça reste dérisoire par rapport au fonctionnement. Si on s'imagine qu'il faut payer
et des salariés, et l'URSSAF, et l'électricité, et le matériel, et les disques. Bon, vous voyez bien que le compte ne paraît pas ni rond, ni très logique. Au demeurant, voilà, j'ai listé les quelques sources de financement. La pub déguisée, c'est pas inintéressant, parce que c'est cet animateur sur Radio Rose qui insiste lourdement pour qu'on aille faire un tour, comme par hasard, dans un restaurant à couscous à Poyestre. Alors c'est assez bizarre que cette personne insiste autant entre deux chansons à l'antenne sur ce restaurant, forcément, puisque le dit restaurant, contre rémunération, incite l'animateur en question à vanter les mérites du menu, et c'est ouvert le dimanche, et c'est ouvert aux enfants, aux familles, etc. On donne l'adresse du restaurant, etc. C'est de la pub déguisée, il s'en fait beaucoup en France, à Paris en particulier, notamment pour des magasins de bricolage, ou sur une radio célèbre à Paris qui s'appelle Radio Nova. On vante, par exemple, je sais pas, je crois que ce sont des bottes qu'il est bon de porter. En fait, ce sont des bottes pour aller pêcher, etc. Et alors, du coup, ça fait la pub de, je ne sais pas si c'est Castorama ou autre, mais enfin voilà, à l'époque, il y a ces stratagèmes-là pour faire de la pub déguisée, la pub étant encore, à l'époque, illégale. Les SARL familiales, ce sont quelques cas. Ce sera le cas à Font-Romeu avec Radio Pyrénées Catalanes, ce sera le cas à Perpignan avec Radio Catalogne Nord, par exemple. C'est assez marginal chez nous. Les mairies, c'est beaucoup plus courant. Alors en France, l'exemple d'une mairie, c'est assez curieux parce qu'on l'a avec Jacques Chirac, qui est maire de Paris à partir de 1977. Jacques Chirac qui a déjà en tête l'idée de la conquête de la présidence de la République. Et donc il crée, ou plutôt il fait créer, parce que je ne pense pas que Jacques Chirac ait les aptitudes à être DJ, enfin, je ne connais pas son CV par cœur, mais j'en doute un peu. Mais au demeurant, il fait créer, il commande en fait Radio Service Tour Eiffel, Radio Service Tour Eiffel. Et c'est intéressant cette stratégie parce qu'on la retrouve à Perpignan où on a Radio Castillet Service. Et moi, l'interprétation que j'en donne, c'est quand on dit service, c'est une manière de noyer le poisson. En tout cas, de se dissimuler davantage. Forcément, le service, qui n'aime pas qu'on soit à son service, ou qui n'aime pas rendre service, par exemple. Il y a quelque chose de généreux dans le service, dans l'appendice service qu'on ajoute au nom de la radio. Donc ce sera le cas pour Radio Castillet Service. Si on revient à nos moutons en termes de financement, les mairies, comme je vous le disais, on a Thuir qui participe un petit peu, le Barcarès qui participe à 100%, Perpignan qui participe à 100%, Fréquence Sud à Argelès aussi. Mais tout ceci reste quand même assez précaire. Il y a quand même quelques difficultés à financer toutes ces radios. L'évolution de l'histoire va donner raison à la publicité, mais en attendant la pub, dès l'hiver 1981, alors les photos ne sont pas terribles, on a déjà des appels au secours, je les ai appelés comme ça. Radio Val-Espire, qui est à Amélie, qui commence déjà à avoir des difficultés, qui reçoit la visite du maire, de Madame le maire ici, la petite dame ici, qui s'appelle Jacqueline Alduy, comme vous le savez peut-être à l'époque, qui est l'épouse du maire de Perpignan de l'époque, donc qui rend visite à la radio pour tenter de lui filer un coup de main, comme on dit. On a Radio Barcarès Méditerranée qui, bien plus tard, là, en 1986, va créer un comité de soutien parce qu'elle est pratiquement à l'agonie. Et nous avons Radio Orels qui, pour Noël, malheureusement pour Noël 1981, subit quelques jours auparavant une panne d'émetteur. Et donc il lance un appel vibrant dans l'indépendant pour dire « aidez-nous, sinon il n'y aura plus de voix en catalan à Perpignan, ce sera l'apocalypse ». Voilà donc l'idée. Et la console de diffusion, ou la table de mixage de Stéréo 66, qui est ici, où les dirigeants de Stéréo 66 incitent les animateurs à prononcer le message qui est écrit et que je vous décrypte. Il dit vous nous envoyez 5 francs en timbre. Ça se fait beaucoup à l'époque d'envoyer de payer des choses en timbre par la poste. Vous nous envoyez 5 francs en timbre, en échange de quoi nous vous renverrons un autocollant de Stéréo 66. Tout ça pour tenter de survivre. Mais vous imaginez bien que c'est peut-être un peu compliqué de tenter de gagner sa vie, ou de prétendre à gagner sa vie, avec des timbres. Ça me paraît un peu dérisoire. En tout cas, voilà les appels au secours de l'époque, de la fin 1981. Janvier 83, l'État a réagi pour les radios associatives, dont Radio Orels chez nous. Ce sera le cas aussi pour Radio Évangile, Radio Évangéliste, basée dans le quartier du Vernet, qui sont des radios associatives de chez nous, qui tiennent à rester associatives, qui ne veulent pas devenir commerciales, et dont l'État qui crée le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER chez les spécialistes de radio, un fonds qui existe toujours et qui permet du coup aux radios qui souhaitent rester modestes mais persister, qui cherchent davantage la pérennité que le profit, permet donc à ces radios-là
d'exister, ce qui sera d'ailleurs le cas pour certaines. Arels, en 2024, existe toujours, tout comme Radio Évangile 66, qui est basé à Saint-Nazaire et qui existe bel et bien toujours. On a écouté quelques jingles il y a quelques instants, avec le côté frime. Je reviens sur cet aspect-là parce que c'est important, de voir qu'à l'époque, il s'agit de se montrer, de paraître et d'ostenter, on va dire, son soi-disant pouvoir. Il faut relire auprès des auditeurs, mais on a aussi des émissions avec du contenu, des émissions qui sont davantage construites, qui sont basées sur un peu le cérébral et sur la réflexion, et qui rapprochent nos radios libres, là oui, du modèle de France Inter ou de France Culture. Alors j'aurais voulu, en quelques mots, que vous nous situiez un peu votre démarche qui va de Marshall Go à Ludovic Massé. Ce qui m'a plu dans l'œuvre de Ludovic Massé, c'est ce registre populaire, respectueux du public. On rencontre aujourd'hui, comme on avait rencontré la dernière, Radio Grande Terre était déjà présente à la première foire du Fenouillède. La radio du Conflans fait un effort en faveur du Fenouillède et j'ai auprès de moi Jean-Marie Giraud. Jean-Marie Giraud qui aujourd'hui nous a promenés dans le Fenouillède. On a vu des entreprises totalement méconnues. Je souhaite à tous ces jeunes de continuer à leur épanouissement dans le cuir, de continuer à y semer la joie comme ils le font. Vous savez que les villages où disparaissent les écoles sont des villages qui meurent. On est vrai aussi pour la population active, pour ceux qui travaillent à cuire, autour de cuir. Comme à l'accoutumée, à Perpignan, en ce mois de juillet 1983, pour la fête nationale du 14, le programme des cérémonies officielles était particulièrement précis. 9h, c'était l'heure d'arrivée de monsieur le préfet, accompagné du colonel Chauffel, et son accueil par monsieur le maire de Perpignan, Paul Alduy. Chers auditeurs de Présence FM, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Et puisque c'est Noël, nous allons lire le récit de la naissance de Jésus-Christ tel que le rapporte l'évangéliste Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tout de suite, François Hernandez en direct du Grand Stade avec Michel Platini. Bonjour. Quand on est qualifié pour ici, on est toujours un moment, l'ambiance est très bonne, malgré qu'on peine actuellement dans le championnat italien, où on joue aussi une qualification pour la Coupe de l'UEFA. À 15h, nous attendons vos appels, vous qui désirez être en communication avec Isaac Régnier pour le voyage intérieur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre prénom? Muriel. Muriel, qui vous appelle de quel quartier? De Moulin-Avant. Du Moulin-Avant, Muriel, votre âge? J'ai 25 ans. Oui. Et je voulais savoir si j'arriverais à avoir un petit bébé. Vous êtes originaire de Perpignan? Non, pas du tout. Un communiqué sur fréquence verte. SOS Animaux fait encore une fois appel à votre générosité. Ce refuge de Perpignan, situé sur la route de Narbonne, héberge près de 200 chiens et chats en attente d'adoption. Madame Ormière se tient à votre disposition. Appelez-la en composant le 52 70 86. Nous retrouvons la météo avec Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour, voici les prévisions météorologiques calamiteuses pour ce lundi 8 octobre 84, un enseignement complémentaire pour la navigation de plaisance et la pêche côtière entre Cap-Cerbère et Narbonne-Plage. Sur Roussillon, Languedoc et Ouest-Provence, vent de nord-ouest. Angelica, pourquoi es-tu si loin de moi? És una història que se passava d'un contrabandier aquí dels Pirineus que se n'agarrava dins d'un cafè a Port de Paia i se pensava haver mort el que se trucava al company, doncs se'n full i s'enganxa a la legió i se'n va al desert. En fi, el tip era pas mort i torna a atrapar la seva africaina que l'esperava, sembla en candeleta. Pour ce qui est des informations locales, on annonce que dans les Pyrénées-Orientales, un contingent militaire est attendu à partir d'aujourd'hui afin de renforcer la surveillance des divers points stratégiques de la frontière. Une patrouille sera notamment postée à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes.
On connaît aujourd'hui les causes de la pollution de la tête qui a décimé des tonnes de poissons et fait courir un risque d'intoxication à près de 50 000 habitants de Perpignan. 2 agriculteurs d'Ille-sur-Tête ont été inculpés de vol qualifié et pollution pour le premier et de vol qualifié pour le second. Faut-il que je vous dise que cette période-là, je tente de vous en brosser un portrait sonore assez rapide et forcément sélectif. Faut-il que je précise que c'est une période de diversité? Et je pense que ça paraît évident. Et une fois de plus, si on démultiplie cette modeste réalité d'ici, de Catalogne française, Pyrénées-Orientales, si on la démultiplie à toute la France, on arrive à 2700 radios qui déposent une candidature en 1983 auprès de l'État. Alors certaines n'iront pas jusqu'au bout du processus administratif et elles cesseront d'exister. Certaines n'existent pas encore, d'autres vont même exister elles seront sans papier, quoi, pour faire simple. Elles seront sans légalisation, même si ça ne durera pas. En tout cas, on est dans une pleine période de diversité, avec ces illustrations, ces contenus sérieux. Vous avez entendu des informations, vous avez entendu des contenus qui se veulent construire. Radio Castillé qui déroule le tapis rouge à la fois au préfet, à la fois au maire, au Paul Alduy, etc. Parce qu'il faut jouer le jeu du payeur, quelque part. Tout s'accélère. Nous sommes en 1984. À droite de la photo, c'est Jacques Séguéla. À gauche de la photo, c'est François Mitterrand. Et alors, au centre de la photo, on m'a dit que c'est Pierre Estève, qui fut conseiller général départemental du canton de Saint-Paul-de-Fenouillet. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que ça lui ressemble beaucoup par rapport à la morphologie, mais je ne sais pas si c'est lui ou pas. Il faudrait le lui demander. En tout cas, c'est peut-être Pierre Estève. Dans tous les cas, par rapport à l'identité des 2 autres personnes, il n'y a aucune inquiétude. C'est certain, ce sont eux. Jacques Séguéla est intéressant dans le déroulé, non pas parce qu'il est d'ici. Il a passé une partie de sa scolarité au lycée Arago de Perpignan. Ce qui est déjà important, pour que je le cite, mais ce n'est pas le propos quand même, mais c'est parce que c'est lui qui convainc le président Mitterrand du fait que la pub, ça ne serait pas si mal pour donner du souffle, donner de l'air, pour arriver à prolonger la vie de ces radios libres, dont la plupart ont disparu déjà, pour commencer, et dont la partie survivante, la partie rescapée, dirons-nous, est quand même en difficulté. Je vous invite de nouveau, ne serait-ce qu'avec l'esprit, à extrapoler de nouveau en voyant que des radios roses ou des présences FM ou des radios Midi Soleil ou des radios Barcarès, il y en a partout en France, chacune évidemment adaptée aux réalités de différentes régions, différentes identités, parfois de différents besoins aussi des bassins de population de France. Et donc forcément, le marché est là, il existe un marché et l'introduction de la publicité aura une conséquence que les acteurs de la radio libre, hormis certains qu'on peut considérer comme devanciers dans l'analyse, n'avaient pas anticipé. Et ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est ceci, qui arrive en mars 1985. Et c'est là que tout bascule, puisque c'est l'arrivée, à notre échelle, à nous, de Perpignan et des PO, à extrapoler aussi à Montpellier, notamment à Nantes ou à Brest, c'est l'arrivée d'une première radio parisienne qui s'appelle Énergie, qui, comme nos radios libres, a démarré en juillet 1981, donc une fois que lui a été donné le feu vert, quelque part, feu vert symbolique, le feu vert d'atmosphère de François Mitterrand. Énergie a démarré en juillet, elle a pris son temps, et elle a surtout pris le temps d'étudier les textes et d'étudier ce qui allait advenir, ce qui était dans les tiroirs de l'État, en fin de compte. Et donc, ayant deviné qu'un jour la publicité arriverait, Énergie arrive aussi à deviner qu'un jour le satellite va arriver. Et c'est très important, le satellite, parce que ça suppose que, tout en faisant de la radio à Paris, on envoie le signal, comme on dit, le son de sa radio vers le satellite, et le satellite renvoie le son jusqu'au Sénégal, si on le veut, jusqu'en Pologne, mais en l'occurrence jusqu'à Perpignan, ce qui est déjà plus modeste et plus réaliste en termes de francophonie. Et donc nous voilà avec cette première apparition d'un premier réseau, d'une première radio parisienne sur notre territoire, ce qui en soi est un fait objectif, mis à part que l'arrivée d'Énergie suppose l'effacement de Présence FM, puisque Présence FM est la première radio qui sera remplacée, est-ce qu'il faudrait dire écrasée, je ne sais pas, rachetée en tout cas, par un réseau qui sera Énergie, puis suivront Fun Radio à partir de 1986, en juin, qui remplacera Stéréo 66. Donc on a déjà une grosse radio, Stéréo 66,
qui disparaît, Présence FM étant plus modeste. Et puis après vont suivre Fréquence Verte, dont je vous parlais à Villeneuve-de-la-Raho, la radio avec la pomme, qui, elle, sera remplacée par RFM. Voilà pour l'essentiel de cette fin de l'histoire, on va dire. Alors, c'est à la fois l'aura ou la pleine croissance des réseaux et à la fois le déclin des radios libres. Hein, les courbes se croisent et puis elles ne se croisent plus, forcément. 1986, là, c'est l'État qui réagit favorablement pour les réseaux. Pourrait-on dire même contre les radios libres de par le fait, puisque les réseaux, étant légalisés, des énergies qui remplacent des présences FM ou des fun radio ou des RFM qui remplacent telle ou telle radio ici ou là, en France, ça se produit à hauteur de 100, 110, 120 exemples dès 1986, ce qui est déjà énorme, et beaucoup plus à partir des années 90. Le processus aujourd'hui est d'ailleurs pratiquement achevé. Est-ce qu'il reste une situation ici ou là? C'est même pas certain. Donc pour dire qu'à chaque fois l'État aussi a accompagné le processus, pourrait-on dire aussi du point de vue des radios libres, parfois en bien, parfois en mal pour les radios libres et pour la radio en général, il est certain, une forme d'uniformisation, une situation beaucoup plus monobloc pour les radios. Colonne de gauche, les stations que nous avions. Colonne avant-dernière, les réseaux qui les remplacent, comme vous le voyez. Il est important de lire dans ce document que le groupe Énergie est ici, Énergie en tant qu'entreprise, est ici, mais aussi ici, avec Rire et Chanson, la radio de l'humour, mais aussi ici, Chérie FM, qui est la radio que le groupe Énergie lance en 1986, donc la maison Énergie lance Chérie FM adressée aux femmes, très précisément. Si vous écoutez parfois Chérie FM, il n'y a jamais de rock, ni même de hard rock. Au mieux, c'est Pascal Obispo, hein, dans le côté agressif. Il n'y a pas plus agressif que... Voilà. Ça ne va pas au-delà. On n'entend jamais téléphone pour parler de musique actuelle, hein, bien actuelle, comme vous le constatez. Et puis Radio Nostalgie, qui également fait partie du groupe Énergie depuis 1998. Donc on a 4 stations qui appartiennent à un seul groupe. Je ne suis pas très calé en économie, mais je crois qu'on appelle ça une concentration de médias, on appelle ça des oligopoles, hein, pour faire informer. Voilà, donc c'est un exemple de concentration de médias, mais on a aussi la radio 100% qui est basée à Aucillon, donc en Occitanie, qui a racheté il n'y a pas tellement longtemps Radio Catalogne Nord, qui était une survivante. On aura Europe 2, par exemple, ou Chic FM, ou RTL 2. Le point commun de toutes ces stations, alors si vous êtes français comme moi, si vous faites partie des gens qui sont issus de l'école de la République, pour nous, Français, il est évident qu'une radio, ça vient de Paris, parce que nous sommes Français, mais si nous étions espagnols ou italiens ou allemands, il pourrait y avoir une radio à Lyon qui serait écoutée dans toute la France, une radio à Marseille, etc. Mais comme nous sommes Français, dans notre tête à nous, la chaîne M6, elle est forcément à Paris, puisqu'elle est nationale. Ou la chaîne France 2 encore, comme c'est public. Mais je ne sais pas, la chaîne W9, bon, vous me direz, c'est la maison, c'est comme M6, c'est pareil, c'est le groupe RTL. Peu importe les exemples, tout est centralisé à Paris en France, ce qui n'est pas le cas dans tout le reste de l'Europe, en fin de compte. Ce qui fait que le fait que nous ayons des réseaux est un fait objectif, centralisé, mais qui plus est, ce sont des réseaux parisiens. Ce qui peut entraîner certaines choses aussi dans l'aspect de formatage et surtout, évidemment, d'effacement de la diversité que nous connaissions. Lorsqu'on passe de 3000 radios à, on va dire, une trentaine de radios, parce que le panorama ici n'est pas exhaustif, mais là, ce sont les radios qui nous concernent à nous sur la période que je vise précisément. Mais une fois de plus, si on extrapole un peu, si on élargit un petit peu la focale, on voit bien qu'on a une sacrée réduction de la diversité. Quelques survivantes ici que j'ai listées, en 1992, et puis 1994, seconde cohabitation, Alain Carignon, qui là autorise les réseaux de réseaux, comme je les appelle, à savoir qu'il rehausse la jauge de public que peut toucher un seul groupe de radio, indépendamment de la situation monopolistique que ça peut engendrer. Et donc ça concerne en fait le groupe Énergie, qui avec ses 4 radios, donc Radio Nostalgie, Rire et Chanson, Chérie FM et Énergie, peut arriver à toucher jusqu'à 160 millions de personnes
Hein, voilà, sachant qu'une personne écoute plusieurs radios. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y ait autant d'habitants en France, mais on compte en termes d'auditeurs et non pas en termes d'habitants en France. Donc là, c'est de nouveau l'État qui, je dirais, surautorise les réseaux. Et forcément, lorsqu'on a une radio qui a réussi encore à vivoter dans le Luberon ou en Basse-Bretagne, et qu'on reçoit des coups de fil insistants et avec des promesses de rachat de plus en plus élevées, forcément, on peut finir par céder, ce que l'on peut tout à fait concevoir d'un point de vue financier et économique, mais qui, une fois de plus, pose des questions en termes de diversité et de proximité. Rapidement ensuite, ces quelques déclarations flash comme ça. Michel Dornano, ministre de la Culture et de la Communication, 1977. Vous prenez cette phrase, vous gardez les guillemets et vous remplacez par Vladimir Poutine. Je ne pense pas qu'il y ait de grande différence. Jugez plutôt l'idée de l'absence de démocratie et du fait de vouloir conserver l'information et de conserver nos monopoles. Il est intéressant de voir que l'État, et l'État en l'occurrence, qu'il soit à droite ou à gauche, voit dans cette affaire de radio quelque chose à potentiel explosif. Je dis bien à potentiel. Je ne dis pas que ça le soit, mais il y a un potentiel assez dangereux. Idem pour la patronne de Radio France à l'époque, on est toujours sous la droite, qui exprime le fait qu'avec les radios locales, il ne faut pas faire des radios locales, en fait, il faut faire des radios, je suppose, parisiennes, je pense que c'est ce qu'elle veut dire, puisque s'il ne faut pas qu'elles soient particulières, dans ce cas-là, que faut-il qu'elles fassent? Je ne sais pas. Ici, alors là, on passe d'un excès à l'autre. Là, c'est le patron de Radio Rose, Jean-Pierre Pélisset, qui parle de colonisation de la FM. Alors c'est vrai que quand on a Présence FM qui se fait manger par Énergie, ou comme je vous le disais, telle ou telle station qui devient Fun ou qui devient RTL2, alors que c'était une station basée à Thuir ou à Prades, ça peut soulever des questions. Voilà. Jacques Boutet, qui lui vante l'uniformisation, donc il vante en fait en creux, hein, entre les lignes, il vante les réseaux et le fait que l'AFM soit identique d'une ville à l'autre de France. C'est vrai que de Nantes à Perpignan, c'est à peu près la même FM, à part que les radios ne sont pas sur la même position sur la FM, mais en gros, c'est à peu près la même chose. Raymond Barre, qui, en 79, rappelez-vous, on est un petit peu après cette période anti-nucléaire, anti-militariste. Il n'est pas anormal, lorsqu'on se met dans la tête de Raymond Barre, imaginons, hein, c'est une vue de l'esprit, il n'est pas illogique que cet homme-là pense cela. Parce que lorsqu'on est l'État, lorsqu'on incarne l'État, et qu'on a des radios qui se multiplient, qui sont anti-machin, anti-truc, forcément, ça peut causer des inquiétudes. Une phrase mystérieuse de Laurent Fabius, c'est comme une sorte de sujet de bac. Vous savez, quand on crée des énoncés de sujets de philo au bac, voilà, donc nous sommes pour le monopole qui garantit la liberté. Bon, je trouve ça intéressant parce que ça fait réfléchir au moins 2-3 jours, comme ça on ne s'ennuie pas. Charles Pasqua qui lui indique, alors la phrase est un peu longue, sauvegarder les intérêts de la presse et empêcher les intérêts économiques, ça veut dire, si on traduit en fait, et ça se conçoit tout ça, ça se conçoit, ça veut dire en fait que si on autorise Fréquence Verte et Radio Rose à faire de la pub, eh bien, il y aura moins de pub pour l'indépendant. S'il faut traduire en termes locaux et territoriaux. C'est logique, si on ouvre la pub pour les radios, forcément, comme la presse écrite, elle est autorisée à faire de la pub, ce qui peut paraître incohérent, puisque les radios ne sont pas autorisées à faire de la pub, forcément, le gâteau étant le même, hein, on ne peut pas agrandir le camembert, forcément, il faudra se partager le gâteau. Donc ceci n'est pas inconcevable. Je vous le disais tout à l'heure, Georges Filiou pose la question de la pub en 1982, même si l'entourage du président Mitterrand dira que non, mais c'est pour dire aussi que la pub, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de choix. Hein. C'est pas une question de politique, en fait, c'est une question de stratégie, on va dire, d'État. Voilà pour l'essentiel des déclarations. Quelques clichés pour terminer. La Renault 5 de Radio Rose avec les lettres, tout ça c'est fait à la main, on dirait que c'est du scotch rouge qui est collé comme ça, un peu, comme on dirait, à l'arrache, hein, de manière très improvisée. Jacques Chirac à l'université du RPR à Argelès-sur-Mer en 1985, interrogé par Radio Thuir. Bon, là, tout y est, je ne sais pas, on est dans le tout. Hein, voilà. Quoi ajouter de plus? Il est vrai que pour une radio libre, interroger quelqu'un de connu, c'est bien. Alors des fois c'est Sacha Distel, des fois, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Sacha Distel, mais c'est un chanteur du XXe siècle. Voilà. La radio libre, c'est the place to be. Il faut assister à
une inauguration de Radio Libre. Nous avons ici celui qui sera le président Marquès, mais qui est à l'époque le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque, qui est docteur également de son état, et qui est conseiller, je crois qu'il est vice-président du conseil départemental, donc de cette humble maison, avant le président Bourquin, et qui assiste à l'inauguration de Radio Barcarès. C'est pas inintéressant, parce que forcément, comme les politiques ont du flair en toute chose, il a compris que c'est là que ça se passe, quoi, ou que c'est là que ça va se passer. Même si c'est pas tout à fait sérieux, en fait. Les radios libres, c'est un peu considéré encore comme un truc, un bidule, un machin, on ne sait pas trop comment les classer, sérieux, pas sérieux, on ne sait pas quel sera leur impact, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Mais le politique, avec un grand P, sait que ça fait partie des endroits, des lieux qu'il faut connaître. À droite, intéressant parce que ce pylône-là fonctionne à merveille, il dégage des kilowatts et des kilowatts de radio et de télévision. Il est créé par Radio Rose. Il va diffuser la 5, la chaîne de Berlusconi à l'époque de la 5, si vous avez soit la culture ou l'âge de vous le rappeler. Hein. Ce pylône-là est placé dans les Alberts, à quelques pas du pic Naulus, pic officiel, qui a été inauguré en tant que centre émetteur sous le général de Gaulle. Et donc là, c'est une manière de narguer en fait l'État, puisque ce pylône est totalement illégal, et il est branché sur la ligne électrique d'un restaurant, pour vous dire le truc totalement rocambolesque. Et pourtant, ça marche, et on captera la 5 jusqu'à Marseille et au-delà. Enfin, c'est des trucs qui font partie de l'époque où tout est possible, enfin, beaucoup de choses sont possibles en marge de la légalité, et pourtant, ça fonctionne. Ça fait partie des choses comme ça qu'il faut retenir, je pense, de la radio libre, comme quoi, légal, pas légal, fantasque, farfelu, sérieux, pas... Oui, mais ça marche. C'est toute la leçon de cette époque-là. Pour en finir vraiment avec Jean-Paul Ginet, chanteur trop tôt disparu, 1993, c'est la date de son décès par accident, chanteur de Bage. Il passe à Radio Rose, comme il l'appelle. Il remercie Radio Rose de l'avoir accueilli. Et Renaud qui dit, comme c'est l'époque de « dès que le vent soufflera, je repartira », là c'est « je suis content, je revenira ». Bon, c'est Renaud qui passe à Radio Rose, dans l'appartement avec le chauffe-eau et le calendrier du Crédit Lyonnais, etc. Là aussi, c'est pas inintéressant. Renaud est au fait de sa carrière. Après, il y aura une sacrée dégringolade, comme vous le savez. Mais au demeurant, où est-ce qu'il passe, Renaud, pour faire sa promo? Sur une radio libre. Donc ceci est assez significatif. Quel avenir? Parlons d'avenir, et après, ce sera terminé si vous voulez bien. Quel avenir pour la radio? Après le passé, l'avenir. L'audience déjà qui recule. Je suis désolé de vous décevoir, mais nous sommes tous coupables du fait que la radio est moins écoutée aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Si on compare sur une période courte, comme vous le voyez, en gros, on a une chute, enfin en gros, on le voit très bien, une chute de 10%, tout juste de 18 à 24. Donc en 6 ans, 10% de moins, ce qui ne signifie pas que nous n'écoutions plus quoi que ce soit, puisque nous nous replions, c'est un transfert, on va dire, de contenu radio qu'on peut écouter en podcast. Ça reste de la radio, mais c'est plus forcément en direct, c'est plus en linéaire, comme on dit aujourd'hui, parce que le vocabulaire évolue aussi. Écouter la radio en direct, maintenant c'est linéaire, et le podcast peut-être va devenir la normalité. Après tout, si vous vous rappelez, quand on regardait à l'époque du DVD, un DVD, c'était pas en direct, c'est naturel, je vous dis une banalité. Mais après tout, peut-être que la radio peut devenir ce qu'a été le DVD ou la cassette ou le disque à l'époque. C'est une évolution qui n'est pas nécessairement dommageable aux médias radio ni à la créativité radio. Le petit logo à gauche est celui de Spotify, il y en a bien d'autres, Deezer, Tidal, Qobuz, Apple Music ou YouTube Music, etc. Pour dire que la musique qu'on écoute avec sa propre playlist, c'est un truc qui commence à devenir terriblement commun. Avant, la playlist était imposée par la radio qu'on écoutait, ou alors par des cassettes ou par des disques. Donc un glissement est en train de s'opérer, comme vous le voyez. Les podcasts, alors j'imagine quand je vous dis ça, chacun d'entre vous s'interroge, ouais, j'en écoute un peu, pas beaucoup, jamais, passionnément, ça dépend un peu de chacun. Mais en l'occurrence, la France, par exemple, est à 40% et elle est sur la moyenne mondiale de recours au podcast. Et vous voyez que les USA sont, je ne sais pas s'il faut dire en avance, est-ce que c'est une opinion ou un parti pris que de dire en avance? En tout cas, ils sont plus hauts que la France avec 73%, comme vous le constatez. De quoi sera fait demain, nul ne le sait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des radios artificielles qui arrivent à créer des commentaires sportifs à peu près crédibles. On a des radios artificielles qui arrivent à créer des bulletins météo qui sont, ma foi, c'est à s'y tromper, comme on dit, entre un bulletin qui serait créé par un humain ou qui serait répercuté par un humain ou qui serait prononcé par une IA, comme on dit.
une intelligence artificielle. Donc on ne sait pas trop, en tout cas, ceci est dans les tuyaux, comme on dit. Comment il s'appelle? Elon Musk, c'est ça? Fait partie des gens dont on parle une fois tous les 2-3 jours, qui disait hier ou avant-hier que l'intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine ou naturelle à partir de la fin de l'année prochaine. Bon, ça fait partie des spéculations. Bon, patati patata, il faut les laisser réfléchir entre eux, parce que c'est une espèce de guerre économique qui est moins intéressante, je pense, que l'histoire de la radio en elle-même. En tout cas, quelque chose va se passer. J'ignore quoi, mais préparons-nous peut-être un jour à allumer la radio ou à écouter un podcast et à voir que sur ce podcast-là, on peut douter de si l'image qu'on entend, je dis bien l'image qu'on entend, est réelle ou pas. C'est déjà le cas avec certaines images, en l'occurrence des images graphiques. On ne sait pas trop si, avec les logiciels d'intelligence artificielle, vous savez que si vous allez sur le bon serveur sur Internet, si vous dites « Est-ce que tu peux me peindre » parce qu'il faut souvent tutoyer l'intelligence artificielle. « Est-ce que tu peux me peindre un tableau version 18e siècle avec le canigou, avec dessus une planche à voile, un palmier et avec un crocodile ?» Vous avez une œuvre d'art façon 18e. Enfin, toutes les fantaisies sont possibles. Donc allez donc savoir si un jour, par rapport à tout cet univers qui, moi, me dépasse complètement, est-ce qu'il n'y aura pas, à mon avis, oui, des versions de radio qui seront totalement artificielles? Je pense que c'est fort possible. Voilà pour l'essentiel. Merci de m'avoir écouté. Ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais je préfère m'arrêter là. Merci de votre attention. Voilà. Oui. Il y a une radio que vous n'avez pas citée, elle n'est pas catalane, mais c'est Radio Lorraine Cœur d'Acier. Oui. C'est la première. Alors, est-ce que je ne crois pas qu'elle était en FM? Si. Elle était en FM. Si. Et Radio Lorraine Cœur d'Acier, c'est la première radio ouvrière. Elle retrace les luttes de la sidérurgie dans les années 73. Un peu plus tard, ouais, c'est à Longwy. Et à Longwy, oui. Et cette radio, c'est là qu'on a commencé à populariser le chiffon rouge. Parce que Fugain l'avait chanté, mais il n'avait pas la résonance politique qu'il aura à partir de Radio Lorraine Cœur d'Acier. Voilà. D'accord. Et moi, j'étais à la manifestation des sidérurgistes à Paris, et il y a eu une immense provocation qui était menée par un agent secret vietnamien qui a arrêté la manifestation, qui a fait un rambombori, comme on dirait en catalan, c'est-à-dire qu'il a tiré des fusées, des fumigènes, tout ça. Et la manifestation a été scindée en deux, et donc le pouvoir a pu dire le soir qu'elle avait échoué. D'accord. Alors qu'il y avait plus de 300 000 personnes. Voilà. D'accord. Voilà. Et on chantait le chiffon rouge, et les sidérurgistes avaient fait sur une camionnette une croix de Lorraine en acier qu'ils avaient portée de Longwy, justement. D'accord. Voilà. C'est intéressant parce que Radio Lorraine Cœur d'Acier est créée par la CGT et l'émetteur est dans le clocher de la ville. Voilà. Donc c'est déjà une alliance entre la CGT et le clergé. Non, mais c'est vachement intéressant. Et ensuite, lorsque la CGT se retire, parce que la cause est entendue pour eux, les gens continuent à faire de la radio contre la volonté de la CGT. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est un territoire qui a épousé la cause syndicaliste et qui s'en est émancipé en tant que territoire. C'est fort intéressant. Et après, bon, il advient que la radio est fermée. Hein, c'est la police qui intervient directement. Mais enfin, il se passe quand même 1 an et demi à 2 ans. Oui. Après l'intervention policière, ils ont été très... Elle a duré longtemps, mais je crois qu'il y a encore des gens qui étaient dans cette radio. Oui, sur Internet, ils se répandent en commentaires. Et il y a beaucoup de rancœur, beaucoup d'aigreur et beaucoup de nostalgie. Moi, je l'ai connue, cette lutte, par la radio. D'accord. C'est aussi l'humanité, mais je l'ai connue par la radio. D'accord. Voilà. D'accord. J'étais à Paris à l'époque, et on la prenait jusqu'à Paris. D'accord. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas trop... Bon, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais par exemple, chez nous, on a Radio Bella de Lutte, dont je parlais, la radio donc, de l'usine Bella, Orbite, CFDT, épaulé par la CGT, mais l'émetteur est soudé par le patron de Radio Rose, qui est plutôt un libéral. C'est-à-dire, s'il faut parler de manière simple et un peu simpliste, pour dire que les choses sont aussi beaucoup plus simples parfois entre les gens
qu'on ne l'imagine parfois. Par exemple, le patron de Radio Rose, Pédicé, il va aussi assembler l'émetteur de Radio Trabucaire, dont je n'ai pas parlé, qui est la radio de la CFDT, basée à côté du collège Jean Moulin. Pour dire qu'il n'y a pas de... C'est l'amour de la radio plus que l'amour d'une quelconque faction politique ou autre, c'est aussi tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est cette idée que c'est un peu comme les pores de la peau. C'est un territoire qui respire, parce que quand on a une radio à Bourg-Madame, une autre à Montlouis, une autre à Prades, une autre à Port-Vendre, etc., ce sont autant d'endroits. C'est le principe un peu des MJC, vous savez, des maisons des jeunes et de la culture. C'est toujours mieux, je pense, qu'il y ait des lieux de réunion très décentralisés, plutôt qu'uniquement à Perpignan. Après, il en faut aussi à Perpignan. Mais c'est aussi une époque où la capillarité, comme on dit, du territoire est assez importante. On en a gardé quelque chose au niveau du sport, par exemple. Il y a encore, oui, aujourd'hui, des clubs importants à Prades, à Céré, etc. Mais il y a d'autres aspects où, par exemple, si on fait une comparaison avec le commerce, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui, autrefois... Alors, moi, je ne suis ni passéiste, ni nostalgique, ni réactionnaire. Mais le fait est que si on observe les courbes et les choses comme ça, même de son propre ressenti, de sa propre expérience, un peu empirique, on voit bien qu'il y avait, il n'y a pas si longtemps que ça, des marchands de chaussures à La Roque des Alberts, une droguerie, on pouvait acheter de l'essence de térébenthine à Thuir. Je parle d'exemples très précis, des choses très précises. Un tournevis à Aulette, et aujourd'hui, ça s'appelle Castorama, Leroy Merlin, Decathlon, Bricomarché, les chaussures Besson, Noroto. Il y a beaucoup d'aspects, voilà, le fait, etc., etc. J'imagine que beaucoup d'entre vous se rappellent le temps où il y avait des pompes à essence avec des pompistes, par exemple. Hein, bon. Mais il y a même le temps où il y avait des pompes à essence en ville. Oui, il y avait, j'ai même connu, moi, des pompes qu'on pompait à la main, comme ça. Bon, mais le fait est qu'en France, il y a très peu de pompes à essence en ville, parce qu'en tant que Français, nous avons totalement assimilé le fait que la pompe à essence, c'est avec Leclerc, Auchan, Intermarché. Je fais exprès de citer des marques, parce que c'est beaucoup plus clair comme ça. Si vous allez par exemple en Catalogne du Sud, dans Figueres, il y a 2 pompes à essence. Dans Figueres, il y a 2 pompes à essence. Il y en a une aussi à Asclat, etc., dans le supermarché aux abords de Figueres. Mais il y a en Italie, c'est pareil. Par exemple, il y a encore des commerces dits de proximité, avec encore des drogueries, encore des endroits où on peut acheter des boulons ou des clés de 12 ou autre. En France, c'est moins le cas. Si je peux exprimer un sentiment, je pense que c'est dommage. Parce que c'est vrai que s'il faut tout le temps aller à la périphérie de la ville pour faire réparer sa voiture, s'acheter des chaussures, s'acheter une chemise... On le voit avec les boulangeries, les boulangeries de les centres-villes, ils sont morts. Mais c'est un fait parallèle à la disparition des radios libres, à la concentration. À 50 mètres de chaque maison. Oui. Et ceci, parce que si vous parlez avec des gens qui veulent fuir le sujet ou des gens de mauvaise foi, ils vous diront c'est partout pareil. Ce n'est pas vrai du tout. Si vous prenez un peu l'avion, un peu la voiture, vous allez en Europe, ce n'est pas vrai du tout. Évidemment qu'il y a aussi Castorama, il y a aussi Leroy Merlin. Si vous prenez l'autoroute, vous allez à Valencia, à la hauteur de Barcelone, il y a aussi Leroy Merlin. Il y a aussi Alcampo, d'accord, mais pas dans ces proportions-là. C'est juste ça. Pas dans ces proportions-là. Ce sont les hommes et les femmes politiques, disons, qui ont autorisé Leclerc et tous ces centres-là. Connaissait-il le scénario, ce qu'il adviendrait? Je ne sais pas. C'est une. Voilà. Bien sûr. Mais pour moi, ceci est lié avec cela. Alors, il ne faut pas non plus faire trop de comparaisons, parce que sinon, c'est pas raison. Mais. Ces pompes-là sont détenues par ces groupes-là, donc parce qu'ils ont été autorisés à vendre de l'essence. Les boulangeries sont un cas. Si un jour l'État autorisait, si un jour le gouvernement français autorisait Leclerc et autres, Carrefour et autres, donc, à vendre des cigarettes, ils vendraient des cigarettes. Ah oui. Il y a eu le cas avec la pharmacie et la parapharmacie, par exemple, chez Leclerc. Après, pourquoi pas, d'après tout, comme il y a beaucoup de drogueries en Espagne, comme vous disiez. Par exemple, là, oui. Moi, je parle de ce que je vois, mais je suis très modeste parce que je ne connais pas le... C'est très empirique. Hein. Qui ont disparu selon les volontés politiques. Oui. Après, moi, je suis partisan de l'avenir, il faut regarder droit devant. Mais il est vrai que... Il ne faut pas vivre comme au Moyen-Âge. Bien sûr. Mais il y a des répercussions après en termes de voisinage, de solitude des gens, de rapports sociaux. C'est très important, je crois. Et de banalité. Quand on parlait d'intelligence
l'intelligence artificielle, donc, eh bien, si le gouvernement, quel que soit le gouvernement français, qui accepterait certaines choses qu'il vaudrait mieux, justement, freiner ou ne pas autoriser, il y a beaucoup de choses venant d'Amérique. C'est une question. Faire les mêmes choses en France, ça risque d'être vraiment... C'est une question. Moi, je m'interroge sur les caisses automatiques, par exemple, dans différents supermarchés. Si vous faites le test, des fois c'est plus lent que la caisse humaine, s'il faut l'appeler comme ça. C'est des grandes questions, ça. En plus, non seulement tu payes tes courses, mais en plus, tu fais le travail de quelqu'un. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu de notre faute aussi. Enfin bon. C'est un peu de notre faute. Après, il ne faut surtout pas croire que la réalité française est européenne. Ça, c'est un leurre. Mais quand vous écoutez des personnes de mauvaise foi, c'est très répandu. Ce n'est pas du tout le cas. Une des dernières radios libres, je crois que c'est Catalogne Nord, non? Oui. Une des dernières. Oui. Parce que je connaissais des gens qui faisaient fonctionner ça. C'était une famille. Oui, mais M. Sanchez et Dolores Roman. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour récupérer tous les témoignages? Est-ce que tu as récupéré des enregistrements de toutes les radios? Alors, c'est l'archiviste qui parle, mais... ça dépend si on est offline ou pas, là, si on est off the record, si on est en off ou pas. Pour faire simple, vous savez comme moi, on peut se permettre quelques petites légèretés là. Vous savez comme moi que Facebook est une déchetterie et que dans une déchetterie, des fois, il y a des trucs géniaux. Et c'est pour ça que je pense que ma métaphore est assez juste, très modestement, parce que dans une déchetterie, des fois, il y a des trucs extraordinaires. Quelqu'un a abandonné un vieux meuble parce qu'il ne savait pas que le meuble avait une valeur, etc., etc. Vous avez compris le truc. Et donc, moi, j'ai utilisé Facebook parce que j'avais 2-3 documents, 2-3 autocollants de radio libre, pas beaucoup, Radio Rose surtout, quelques photos, un enregistrement ou deux. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Radio 80 et assez rapidement, des personnes se sont intéressées à cela parce qu'elles avaient elles-mêmes été témoins ou acteurs ou actrices ou proches de ces radios-là. Et très rapidement, j'ai pu commencer à tirer le truc et très rapidement, j'ai reçu beaucoup de témoignages, de photos, de sons. Et je ne me suis évidemment pas contenté d'avoir des rapports sur Facebook parce que ce n'est pas très humanisé, mais j'ai rencontré chaque personne, j'ai obtenu l'original de chaque photo que j'ai scanné proprement, que j'ai restauré, etc. Et j'ai réussi à rencontrer 97 personnes, je les ai comptées un jour. Parfois, il y a des personnes que je n'ai eues que par téléphone, assez rarement, beaucoup que j'ai rencontrées vraiment de visu. Et surtout, j'ai mis un point d'honneur à récupérer tous les sons, comme on dit, en original. Même si quelqu'un m'a dit « ouais, j'ai une cassette », hop, vous me l'envoyez la cassette. Donc, la poste, truc, à l'ancienne, vraiment, pour pouvoir faire un travail qui, d'un point de vue, on va dire, académique ou pourquoi pas universitaire, aurait une valeur importante. Oui, puis ça a réveillé, entre guillemets, le passé de certaines personnes, ce qui fait que j'ai pu récupérer une photo, par exemple, est-ce que je peux vous la montrer là, parce que je ne vais pas mettre la pagaille. Cette photo-là, vous voyez, là, c'est Jean-Pierre Pélissé qui monte sur... On est à Yoro, commune de Yoro. Dans l'Aspre, donc le patron de Radio Rose, qui avec des jeunes, je pense qu'il y en a qui sont mineurs, ils sont en train de monter le pylône pirate de Radio Rose. Et cette photo m'a été envoyée par exemple, par une personne qui m'a retrouvé sur Facebook, qui s'appelle Valérie Lahanque, et qui est ex-animatrice de Radio Rose, mais qui a oublié tout ça depuis des années, et qui est aujourd'hui dans l'édition à Paris de livres pour enfants. Donc elle conçoit des bouquins, c'est quelqu'un plutôt avec un métier intéressant. Vous savez, ces fameux bouquins qui sont souvent fins, intelligents. Messieurs, dames, au revoir. Ouais, j'y vais. Donc voilà, pour vous dire que ça a été une occasion de rencontrer beaucoup de gens par Facebook, parce que Facebook est le réseau, je ne veux offenser personne ici, mais Facebook c'est le réseau social des vieux, le réseau social des vieux. Hein. En général, quand on est jeune, on n'est pas du tout... Moi, je ne suis pas jeune. Hein. Quand on est jeune, on n'est pas sur Facebook. On est sur TikTok ou Insta ou autre. Et du coup, comme ça correspond totalement à la cible, les personnes qui ont fait de la radio libre, elles sont d'un certain âge ou d'un âge certain. Et donc, du coup, plutôt d'un âge certain, n'est-ce pas? Ce qui fait que ce n'est pas avec TikTok que j'aurais pu les rencontrer. Donc voilà pour... n'est-ce pas? Et puis, j'ai lancé aussi un petit appel dans l'Indépendant. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver des personnes à Port-Vendre, par exemple, je me souviens, à Perpignan aussi. Voilà, pour le... Mais je le recommande en fait à pas mal d'universitaires, parce que Facebook, je le rappelle, étant une déchetterie, ça n'empêche pas que c'est un vecteur intéressant pour avoir des témoignages qu'on ne retrouverait sinon jamais. On peut arriver à
faire revenir à soi de manière tout à fait, j'allais dire, avec un objectif intellectuel, en tout cas quelque chose de précis, des personnes qui sinon passeraient au travers des mailles du filet, parce que c'est vraiment une question de filet en l'occurrence, hein, c'est vraiment ça. Et la presse ne peut pas tout, puisqu'aujourd'hui tout le monde ne lit pas la presse écrite, l'indépendant ou autre, même si après, avec un peu de radio, c'était le cas à France Bleu Roussillon, à Littoral FM aussi, avec l'indépendant, la Semaine du Roussillon, Facebook et tout ça, cet arc, on va dire, de communication, a fait que je pense avoir fait le recensement de toutes les stations, ça j'en suis convaincu. Et puis après, il y a des choses aussi que je peux parfois encore apprendre. J'ai appris hier quelques petits détails sur Radio Midi Soleil que j'ignorais. Donc tout ceci aussi est un travail Parce qu'ils n'enregistraient pas tout, en progression. Toutes les radios n'enregistraient pas tout. La plupart des enregistrements que j'ai obtenus, ce sont des enregistrements de fans. Oui. Pas de gens qui étaient dans la radio. C'est plutôt des admirateurs ou autres. Voilà. C'était, voilà, à l'époque de la cassette, en fait. Hein. C'est tout le... Voilà.